Bonjour Geneviève Bernanos, merci d'être avec nous. Vous venez nous parler du collectif des mères solidaires que vous avez cofondé avec Agnès Méric. Vous êtes la mère d'Antonin et Angèle qui ont été condamnés, Angèle relaxée et Antonin condamné dans l'affaire de la voiture de police brûlée Quai Valmy en 2016, ce qui vous a mené à vous battre à votre tour. Tout d'abord, pourquoi et comment s'est créé ce collectif de mères solidaires? Il est né de la nécessité pour nous, les proches de ces jeunes militants qui sont réprimés soit par les gardes à vue, les jugements, les procès, soit par les blessures, soit par la mort pour Clément. La nécessité pour nous de nous réunir pour faire front ensemble sur l'arsenal répressif qui s'abat sur nos enfants et sur nous aussi, les familles. On ne peut pas agir seul quand on est face au système répressif de la police, de la justice, de la prison. Et il est indispensable de réunir nos forces pour s'épauler, pour mener nos défenses. Et donc, on souhaiterait que ce collectif de mères solidaires soit un collectif d'autodéfense des familles. Il y a encore du travail à faire là-dessus. J'ai eu à rencontrer Agnès Méric dans le cadre de la préparation du procès de Clément qui s'est tenu en septembre dernier. Et nous nous sommes rapprochés parce que nos fils, Clément, Antonin, à l'époque, militaient ensemble et nous avions besoin de comprendre ensemble leur militantisme, ce qui les avait menés, pour l'un à la prison, pour l'autre à la mort, et de comprendre comment nous, parents, qui éduquons nos enfants dans des valeurs de liberté, de solidarité, de justice, pour les armer à affronter le monde, à faire des propositions pour ce monde. Comment est-ce que, dans ces valeurs dans lesquelles nous les avons éduqués, élevés, au sens noble du terme, comment on peut aujourd'hui en arriver à la prison ou à la mort? Et c'était assez incompréhensible pour nous. Et il était indispensable que nous nous réunissions pour pouvoir faire front ensemble. En cela, on a marché, Agnès et moi, dans les traces de mères qui ont déjà éprouvé la solidarité face à de tels événements dramatiques. Et nous nous étions rapprochés, Agnès Méric s'était déjà rapprochée de collectifs de mères italiennes et espagnoles qui, depuis des années, se sont rassemblés pour lutter et affronter les procès. En Italie, on peut parler de Carlo Giuliani, qui a été tué lors du G8 à Gênes. Des dizaines d'années de procès pour ne jamais faire reconnaître la responsabilité de l'État italien dans la mort de Carlo Giuliani. Des mères italiennes également qui se sont trouvées confrontées à la mort de leur fils, tué par des fascistes. Là aussi, les procès sont extrêmement difficiles. Des mères espagnoles également qui se retrouvent dans les mêmes situations. Et qui, depuis des dizaines d'années, se sont rassemblées pour pouvoir lutter ensemble et pour pouvoir se soutenir. Vous avez rencontré, par exemple, la mère de Renato Biaghetti, qui a été poignardé par deux fascistes en 2006 et qui a connu une forme d'impunité. Comment est-ce que les victimes des fascistes et ceux de la justice et de la police arrivent ainsi à cette forme de solidarité ? Ce que nous constatons à travers les combats de nos fils sont des militants antifascistes. C'est toujours difficile d'aborder cette question parce qu'on est dans une Europe qui se targue d'être un havre de paix, de prospérité, de justice, de solidarité, qui a été construite, il faut le rappeler, sur le sang des partisans qui se sont battus pour libérer l'Europe du fascisme. Et aujourd'hui, il est toujours très difficile d'aborder ce terme de fascisme dans nos sociétés parce qu'on dit non, c'est pas vrai, on est en démocratie.
Et on peut s'exprimer, on ne va pas en prison, on n'est pas tué parce qu'on exprime ses idées. Nous constatons le contraire. Et nous constatons que nos enfants, dans leur lutte sociale, dans leur lutte écologiste, dans toutes les luttes qu'ils sont amenés à conduire, se trouvent confrontés à un arsenal répressif qui puise ces outils dans une histoire coloniale. Je n'irai pas jusqu'à Vichy parce que sinon on se trompe, mais au moins de la guerre d'Algérie, et que la France, comme les autres pays européens, dispose d'un arsenal répressif, législatif, qui puise ses moyens dans cette histoire de la guerre d'Algérie. L'état d'urgence, les lois antiterroristes, qui amènent à des assignations à résidence, à des interdictions de paraître, à des interdictions de manifester, à des contrôles judiciaires absolument outranciers. On est dans un arsenal judiciaire et législatif qui se construit de manière inappropriée, absolument incroyable par rapport aux faits qui se passent, les faits sociaux qui se passent dans la rue. Force est de constater que pour les militants politiques, partout en Europe, c'est cet arsenal qui se déploie. Quand nos enfants nos fils et nos filles vont lutter, moi j'ai eu à l'expérimenter avec la loi travail contre les syndicalistes, contre les militants, on décrédibilise leurs paroles, on les fait passer pour des black blocs, on les fait passer pour des casseurs, on refuse d'entendre le discours politique et les propositions qu'ils peuvent faire pour un autre monde. C'est une erreur fatale parce qu'aujourd'hui, évidemment, avec les Gilets jaunes, ça dépasse le cadre des syndicalistes et des militants et on est dans le même arsenal répressif qui se déploie contre tous aujourd'hui. Ce que vous dites me fait penser à la loi anti-casseurs, qui est finalement une loi anti-manifestants. Exactement, et qui vient surrajouter à déjà l'institution de l'état d'urgence dans la Constitution qui est passée comme une lettre à la poste dans nos législations. Donc on confond, on passe son temps à mélanger les combats, les luttes et à utiliser finalement un arsenal judiciaire qui est disproportionné et qui peut s'appliquer à n'importe qui aujourd'hui. Voilà ce que nous constatons. Nous constatons que face à ces luttes de nos enfants, de nos fils, de nos filles, ce sont ces mesures ultra-répressives qui sont mises en œuvre. Ce sont des États qui aujourd'hui permettent d'utiliser un arsenal répressif. C'est un arsenal de guerre contre les militants, contre les manifestants, les tirs de flashball, enfin l'ensemble. Quand je parle de guerre, c'est parce qu'il y a des armes qui sont clairement utilisées. On a des blessés, on a des morts, et donc on est dans ce climat-là. Un arsenal judiciaire qui est absolument démesuré. Aujourd'hui, un préfet va pouvoir interdire à n'importe qui d'aller manifester ou arrêter n'importe quel manifestant parce qu'il se trouve à proximité d'un lieu où se sont déroulés des faits violents. Un système qui protège la police et qui rend ces actions possibles et jamais punies. Donc un système judiciaire qui utilise la police et qui permet cette impunité policière. Et puis un système carcéral qui viole les droits élémentaires, les droits humains élémentaires. Donc aujourd'hui, on voit bien que ce sont les ingrédients du fascisme. Et il ne faut pas avoir peur de le dire aujourd'hui. On est dans des États qui tolèrent, s'allient avec des mouvements d'extrême droite et qui les protègent. Et qui condamnent, par contre, tous ceux qui s'opposent à ces luttes. Donc on est dans un renversement quand même de nos valeurs qui est important et qui justifie que chacun à sa mesure, on dénonce cette montée du fascisme. Vous parlez de l'arsenal judiciaire que vous avez bien connu, puisque des policiers sont venus défoncer votre porte pour venir chercher votre fils, qui a été ensuite incarcéré, ce qui vous a amené à lutter aussi au sein des prisons, milieu dont on parle beaucoup moins, que vous avez découvert à travers votre fils. Et là, qu'est-ce que vous y avez vu ? C'est effectivement un très grand choc, la découverte de la prison, parce que c'est un univers qui représente les oubliettes de la République.
D'abord, on pense que la prison concerne l'individu qui est inculpé ou qui est condamné. La prison concerne les proches des détenus, les proches de tous ceux qui y vivent. La prison fait des dégâts bien plus importants qu'on ne le croit sur le prisonnier parce qu'elle touche sa famille. Je me souviens quand j'allais voir mes fils à la prison, ils me disaient, et que je leur demandais s'ils allaient bien, ils me disaient, mais nous ça va, c'est pour vous que c'est le plus dur. Tous les prisonniers le disent, c'est pour nos familles que c'est le plus dur. C'est pas tout à fait vrai parce que la dureté de ce qu'ils vivent est indescriptible. Mais il est vrai que j'ai eu à rencontrer des femmes, essentiellement des femmes. Je faisais des petits comptages quand j'allais à la prison pour étayer mes propos. Vous savez, quand on va rendre visite à quelqu'un en prison, on n'a pas le droit d'avoir un papier, un crayon, on a le droit d'avoir un paquet de mouchoirs, une bouteille d'eau et c'est tout. Et donc, de tête, à chaque parloir, je comptais le nombre de personnes qui étaient là, le nombre de femmes, le nombre d'enfants, le nombre d'hommes. Et j'ai pu constater par mes observations que le maximum d'hommes que j'ai pu voir dans les parloirs, c'était 25%. Donc ce sont les femmes qui sont présentes devant les portes des prisons et dans les parloirs. Et j'ai vu ces femmes assez démunies, qui intégraient en fait la prison dans leur vie comme quelque chose de normal et qui intégraient la violence carcérale comme quelque chose de normal. D'abord, c'est une nécessité d'intégrer le système carcéral parce que il est extrêmement dur avec les familles. Il est extrêmement difficile de prendre un rendez-vous de parloir. D'abord, avant de commencer par le rendez-vous de parloir, il est extrêmement difficile de comprendre comment fonctionne la prison. Quand votre enfant, votre mari, votre proche va en prison, vous ne savez pas comment vous mettre en contact avec lui. C'est l'avocat qui, dans un premier temps, peut vous donner le numéro d'écrou. Ce terme, numéro d'écrou, la première fois que je l'ai entendu, c'était un mot terrible. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est l'identité administrative des prisonniers. À partir de ce numéro d'écrou, vous pouvez téléphoner et prendre les premières nouvelles auprès d'un conseiller prévention-insertion, sauf à ce que celui-ci ait déjà rendu visite au prisonnier et que le prisonnier ait eu la bonne idée d'apprendre quelques numéros de téléphone par cœur pour les donner au conseiller et que celui-ci se mette en contact avec la famille. Nombre de prisonniers n'appellent personne, donc restent seuls pendant des mois et des mois, voire pendant toute leur détention. Donc il m'a fallu déjà me battre pour comprendre ça, pour comprendre que j'avais le droit de demander un permis de visite, de comprendre comment formuler ce permis de visite. C'est très difficile, il faut des photos d'identité, il faut des extraits d'actes de naissance, il faut aller à la mairie, les chercher, ça prend du temps. Il faut remplir des formulaires, expliquer en quoi on a un lien avec le prisonnier, déposer tout ça au juge d'instruction quand le jugement n'a pas eu lieu, ou à la prison, à la direction de la prison quand le jugement a eu lieu. Donc là aussi, il faut comprendre les arcanes administratives, attendre plusieurs semaines que le permis soit validé. On ne vous dit jamais, on ne vous apporte jamais de réponse pour vous dire que vous êtes autorisé à y aller. Il faut appeler tous les jours pour savoir si votre permis a été enregistré. Et puis quand vous arrivez à enfin avoir cette information, eh bien vous appelez pour en tous les cas la prison de Fleury le matin dès 7h sur un standard téléphonique avec plusieurs téléphones parce que vous mettez à peu près 1 heure pour avoir une personne au bout du fil et là demander un rendez-vous pour dans 15 jours en fonction des disponibilités. Donc c'est extrêmement dur de savoir comment on fait. C'est extrêmement difficile de savoir comment on apporte du linge, comment on apporte des livres. C'est les seules choses qu'on a le droit d'amener à un prisonnier. C'est extrêmement difficile de savoir comment on se présente à la prison. Vous avez un rendez-vous de parloir qui est fixé. Vous devez d'abord vous rendre dans la maison des familles, déposer tous vos objets, chercher la petite pièce qui est tombée au fond de la doublure de votre manteau, pour ne pas sonner au portique. Pour les femmes, toutes les femmes font cette première expérience. Vous sonnez pour la première fois au portique parce que vous avez un soutien-gorge avec des armatures métalliques et là, les surveillants vous disent allez enlever votre soutif et puis revenez en courant. Donc c'est ce que j'ai fait comme toutes les femmes qui connaissent la prison pour la première fois. Donc on apprend à se chausser, à s'habiller de manière à ne pas sonner.
Si vous sonnez 3 fois au portique, vous êtes renvoyé. Si vous arrivez 5 minutes en retard, vous êtes renvoyé. Si vous avez un chewing-gum ou un bonbon dans votre poche, vous êtes puni. Vous pouvez être puni, vous aussi, en tant que famille, de plusieurs semaines d'interdiction de parloir. Il faut à peu près 1 heure et demie de préparation avant d'arriver au parloir. C'est des moments très longs d'attente avec des enfants, avec des familles qui attendent toutes. Et puis ensuite, vous avez 3/4 d'heure de visite et ensuite vous repartez avec le même circuit administratif et la même durée. Donc 3/4 d'heure de visite de parloir, c'est une demi-journée mobilisée pour aller voir votre proche. Évidemment, quand on sait que dans les prisons, 98% des prisonniers viennent des milieux les plus défavorisés, c'est extrêmement difficile d'avoir cet accès au droit de visite. C'est extrêmement difficile de savoir comment on fait toutes ces démarches administratives et c'est extrêmement difficile de pouvoir prendre du temps pour téléphoner le matin. Moi, j'ai rencontré des jeunes mères de famille qui, le matin, avaient à s'occuper de leur bébé et qui, entre un biberon, une couche et se préparaient pour aller au travail, téléphone pour avoir un rendez-vous. Et parfois, vous n'avez jamais accès à la plateforme téléphonique. Le défenseur des droits vient de publier un rapport et de demander, en tous les cas, que l'accès au rendez-vous et au parloir soit plus équitable. Aujourd'hui, c'est celui qui sait le mieux se débrouiller qui a un parloir. Donc, et très peu de prisonniers ont des rendez-vous de parloir. Donc c'est une situation qui est extrêmement difficile pour les prisonniers et pour les familles. Voilà ce que j'ai eu à rencontrer. Ça, c'est le quotidien des femmes qui se rendent en visite en prison. Et évidemment, dans cette pression administrative, vous êtes fouillé, vous êtes surveillé pendant le parloir. Si jamais vous êtes pris à donner un bonbon ou une cigarette ou quoi que ce soit d'interdit, le prisonnier peut être sanctionné du mitard, de commission disciplinaire, et la famille est sanctionnée, elle aussi, est punie d'avoir outrepassé la réglementation. Vous pouvez être puni pour un chewing-gum de 2 mois d'interdiction de parloir. C'est extrêmement violent, on est traité comme des prisonniers, hein, il faut le savoir. Donc dans ce contexte-là, c'est extrêmement difficile de se parler, d'échanger sur nos difficultés, sur les arcanes administratives. Moi, j'ai rencontré évidemment beaucoup de familles qui me disaient mon fils, mon mari me parle d'appeler le SPIP. Mais qu'est-ce que c'est que le SPIP? Comment on fait pour le joindre? C'est notre seul lien avec les prisonniers. Et évidemment, les moyens de l'administration pénitentiaire sont extrêmement maigres. Donc vous avez un conseiller prévention-insertion qui s'occupe de plusieurs dizaines de prisonniers et qui n'a pas de temps à consacrer aux familles, aux proches, et très peu de temps déjà à consacrer aux prisonniers. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi à les contacter, j'ai réussi à comprendre ce qui était attendu d'eux et j'ai réussi à travailler finalement avec eux, en lien avec mes enfants qui étaient détenus. Mais c'est très difficile pour n'importe qui de passer un coup de téléphone, de se faire entendre, de comprendre tout ce qui doit s'opérer quand vous avez des actes à préparer, une commission disciplinaire ou une commission à préparer pour passer devant un juge d'application des peines et de demander une libération conditionnelle. Il y a des dossiers à faire. Vous pouvez être épaulé par un avocat, mais beaucoup de familles n'ont pas d'avocat. Donc il y a beaucoup d'actes qu'on peut faire soi-même, mais que ces familles sont bien entendu incapables de mener seules. Donc il y a la nécessité de travailler auprès de ces familles, de les aider. Elles sont peu soutenues, elles sont pas du tout organisées, très peu organisées, parce qu'évidemment quand on quitte la prison, on n'a pas envie de continuer à militer, de continuer à se mobiliser. On n'a envie que d'une chose, c'est d'oublier. Donc c'est très difficile de travailler sur le long terme sur la question des proches de prisonniers. Et puis on rentre dans des débats beaucoup plus profonds, où je ne suis pas une spécialiste, mais que veulent les proches de prisonniers? Ils veulent l'amélioration des conditions de détention de leurs proches. Est-ce le débat premier? Est-ce le débat qu'il faut mener face à la situation
des prisonniers en France. N'y a-t-il pas plutôt à poser la question de l'utilité de l'incarcération et de l'utilité de la prison en France? Et c'est un débat très compliqué qui aujourd'hui doit se mener de front avec la nécessité d'améliorer les conditions de vie des prisonniers. Mais quand on travaille sur l'un, on peut oublier que l'objectif d'une société humaine, c'est de ne pas avoir de prison. D'ailleurs, votre fils vos deux fils étaient à Fleury-Mérogis en détention provisoire pendant un certain temps. Avec les Gilets jaunes, on a vu un certain nombre, notamment de jeunes hommes en détention provisoire. Je pense à Antoine. Je fais une faute de prénom, Antoine Azolin, qui a passé 4 mois à Fleury aussi, qui a été libéré. Vous me disiez tout à l'heure, la prison concerne aussi des personnes présumées innocentes qui se retrouvent pendant des mois et des mois incarcérées. Tout à fait. La détention provisoire devrait être un acte exceptionnel dans notre arsenal judiciaire. Or, aujourd'hui, elle est utilisée de manière massive par les juges. Ce sont les juges qui décident de la détention provisoire. À Fleury, c'est un établissement de 4000 places occupé à peu près à 6000 places. Vous avez plusieurs bâtiments qui sont destinés aux prévenus. Quand vous êtes prévenu, vous n'avez pas été jugé et donc vous êtes présumé innocent. Le bâtiment D2 où se trouvait Antonin, c'est à peu près 900 personnes. Il y a d'autres bâtiments. Angèle, lui, se trouvait dans le bâtiment D5 où, là aussi, il y avait beaucoup de prévenus. Ce sont des gens qui sont en attente de jugement, qui deviennent fous parce qu'ils doivent mener leur procédure depuis la prison, avec des rendez-vous avocats quand on a un avocat, difficile à mettre en place, et avec une communication qui est impossible. Vous n'avez pas accès à vos dossiers, vous n'avez pas accès aux pièces, et donc c'est extrêmement difficile. La maison d'arrêt de Fleury ne devrait d'ailleurs recevoir que des gens en situation provisoire d'attente. Aujourd'hui, elle reçoit aussi des condamnés. Antonin, après sa condamnation, à sa deuxième arrestation, a été conduit dans un autre bâtiment, celui des condamnés, qui, eux, n'attendent qu'une chose, c'est d'aller en centre de détention, où les conditions de détention sont différentes, évidemment, que celles des maisons d'arrêt. Donc, oui, il y a énormément de gens qui sont en prison et qui ne devraient pas l'être, qui devraient, en tout état de cause, si on envoie quelqu'un en détention provisoire, c'est qu'on estime qu'il peut porter atteinte à l'instruction, soit par la destruction de preuves, soit par le lien qu'il peut avoir avec des complices, et qu'on veut se garantir d'une instruction solide. Antonin, il m'a fallu faire 3 demandes de liberté provisoire pour obtenir sa première libération provisoire avant son procès. Il est donc resté 10 mois en prison alors que l'instruction était close, alors que la juge d'instruction, Lucie Berthézen, avait l'ensemble des éléments. Angèle a fait 1 mois et demi de prison. Il avait tout juste 18 ans, alors que la juge savait dès les premiers jours de l'instruction qu'il était innocent, qu'il n'y avait aucune charge contre lui, et elle avait même tous les éléments pour démontrer qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire. Toutefois, c'est une construction qui permet aussi de faire pression sur les prisonniers, de faire pression sur les personnes à qui on souhaiterait faire avouer des choses qu'ils n'ont pas forcément commises. Donc, c'est ce qui s'est produit pour mes enfants. Et ça a été extrêmement violent. La demande de liberté provisoire, c'est quelque chose qui doit pouvoir être accessible à tous les prévenus qui sont en prison. Force est de constater aujourd'hui que la majeure partie d'entre eux n'a pas accès à ces DML, comme on dit. Dans l'affaire de Clément Méric, après la condamnation de Samuel Dufour et Esteban Morillo en septembre dernier, nous avons vu, 2 mois après leur réincarcération, qu'ils avaient eu accès tout de suite à une demande de liberté provisoire. Grand bien leur fasse, je ne souhaite pas 1 minute de prison, même à mon pire ennemi, et donc pour moi ce n'est pas la solution, et tant mieux s'ils ont pu bénéficier de l'application normale du droit
français. On les a libérés parce qu'ils présentaient vraisemblablement toutes les garanties de représentation, un travail, une famille, un logement, et pour leur permettre de préparer leur jugement en appel puisqu'ils ont fait appel. Il serait bon que la justice applique de la même manière à l'ensemble des personnes qui sont en prison, parfois pour des faits bien moins graves, la loi, l'application normale de la loi. Or, on l'a vu pour des militants politiques, syndicaux, ou pour des détenus, des prévenus de droit commun, jamais ces dispositifs ne se mettent en place. Il y a donc bien... Ce qu'on appelle la justice à deux vitesses. Une justice à deux vitesses, et en tous les cas, l'intégration même d'idées fascistes dans la justice, puisque des militants néo-nazis condamnés obtiennent rapidement une sortie de leur détention, et des militants antifascistes, eux, restent en prison, alors même que les juges savent qu'ils n'ont rien à y faire. Et d'ailleurs, vous parlez du rouleau compresseur de la justice. Aussi, ça me fait penser au fichier S. Un certain nombre de militants politiques sont fichés S. Avec le mouvement des Gilets jaunes, on voit de plus en plus de personnes aller en détention préventive, en garde à vue. Est-ce qu'on est en train de criminaliser la lutte? Oui, alors, fichier S, c'est sûreté de l'État, je crois. On voit bien aujourd'hui que ces outils qui sont assez opaques, obscurs, sont appliqués et mis en œuvre pour n'importe qui. 3 jeunes lycéens du lycée Arago ont constaté qu'ils étaient fichés S parce qu'en voyageant à l'aéroport, ils ont été arrêtés et ont subi toutes les mesures de contrôle que l'on fait subir au fichier S. Donc n'importe qui aujourd'hui est fiché S. Personne ne sait s'il est fiché S ou pas. C'est très difficile d'avoir cette information et c'est encore plus difficile de demander la suppression de son identité sur ce fichier. C'est effectivement un marquage de n'importe qui dans la population aujourd'hui, qu'il soit militant, qu'il ait 16 ans, lycéen, ou qu'il soit militant syndicaliste, ou qu'il soit simplement un gilet jaune, ou peut-être que je suis fichée S, je n'en sais rien. Une mère qui veut défendre le droit de ses enfants à pouvoir porter leurs idées. Voilà, n'importe qui aujourd'hui peut être fiché S, et ce sont quand même des mesures, là aussi, qui ne sont pas démocratiques et qui s'apparentent davantage à des États fascistes. Alors aujourd'hui, vous luttez avec un certain nombre de collectifs et avec beaucoup de femmes. On pense à Assa Traoré, du Comité pour Adama, collectif de défense des jeunes du Mantois, qui luttent avec ce qui s'est passé au mois de décembre dernier à Mantes-la-Jolie. Vous venez de parler des inculpés d'Arago. Comment vous faites pour essayer de créer du lien entre toutes ces affaires? J'ai été amenée d'abord à rencontrer tous ces collectifs quand j'ai commencé la défense de mes enfants. Il me fallait comprendre ce que mes enfants défendaient. Je ne m'étais jamais immiscée dans leur militantisme, et finalement, au moment de leur arrestation, je me suis rendu compte que je ne savais pas très bien ce qu'ils faisaient, ce qu'ils défendaient dans leur quotidien. Et donc, j'ai lu leurs livres dans leur chambre vide. J'ai été à la rencontre des militants qu'ils accompagnaient, qu'ils soutenaient. Et j'ai rencontré évidemment le collectif Urgence Notre Police Assassine, puisque Antonin et Angèle, le jour de leur arrestation, étaient présents à cette contre-manifestation, puisqu'il y avait une manifestation des policiers qui manifestaient contre la haine anti-flic, et que Amal avait appelé avec son collectif à venir en réaction sur la place de la République. Donc voilà, c'était quoi les violences policières? Moi, je les ignorais, et donc j'ai commencé ma recherche en allant à la rencontre de ceux que mes enfants soutenaient et défendaient. J'ai été rencontrer Assa Traoré, qui venait tout juste en juillet 2016 de voir son frère assassiné par les gendarmes à Beaumont. Et je suis allée voir ce qu'il vivait.
J'ai été rencontrer le collectif contre les violences policières à Pantin, où Zora Kreker et son mari se battent depuis des années parce que leur fils, lors d'un contrôle de la BAC classique, a été mutilé par les policiers. Ils ont osé porter plainte et depuis leur vie est devenue un cauchemar à Pantin. J'ai été rencontrer des syndicalistes qui eux aussi vivaient des répressions policières et judiciaires majeures. J'ai rencontré des migrants que mes enfants soutenaient également. J'ai rencontré tous les militants auprès de qui ils se mobilisaient. J'ai rencontré les Femmes en lutte 93 qui sont un collectif absolument incroyable et qui se bat au quotidien auprès des salariés d'Honnête qui ont eu à se battre pour leurs droits, et qui sont présentes dans les quartiers tous les jours. Et non pas que j'avais à découvrir la réalité des quartiers populaires, je la connaissais, mais évidemment, la rencontre avec ces collectifs m'a montré à quel point les outils répressifs qui étaient expérimentés en laboratoire dans ces quartiers ou contre les militants syndicaux politiques, finalement, relevaient des mêmes ressorts que ce qui avait été utilisé, ce qui était utilisé à l'époque contre mes enfants. Et ça m'a aidé à comprendre que la criminalisation, d'abord, d'un militant ou d'un jeune qui est victime, qui est tué dans un quartier, on commence par dire qu'il était défavorablement connu des services de police. Pour mes fils, c'était des black blocs, des casseurs. Donc déjà, on les réduit à des criminels, ce qui empêche évidemment d'aller plus loin dans la médiatisation très forte qu'il y a toujours autour de ces affaires. Pour Théo, on a criminalisé toute sa famille. Pour Adama, ses 5 frères sont en prison. C'est un mode classique de répression et d'intimidation des familles pour leur dire ne bougez pas une oreille. De toute manière, vous avez perdu d'avance. Donc, premier élément, comprendre finalement que ce qui était appliqué à mes enfants, c'était des choses qui existaient déjà depuis longtemps et que c'était les mêmes mécanismes. Comprendre après que ce qui se passait au niveau de la construction politique, médiatique et politique autour de ces affaires était également du même ressort. C'est-à-dire que quand on est dépassé par un mouvement, à l'époque c'était la loi travail, le gouvernement était dépassé par l'ampleur des manifestations et commençait à utiliser des techniques de guerre contre les manifestants avec des techniques de NAS, des arrestations, etc., des interdictions de manifester, on en a parlé. Quand un gouvernement est dépassé, il utilise toujours les mêmes techniques. Et donc, de comprendre que quand on envoie l'armée ou la gendarmerie à Beaumont pour un pique-nique de soutien à la famille d'Adama, ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées. Quand on vient chez vous, vous arrêter en défonçant une porte plutôt que de sonner à la porte ou de vous téléphoner pour vous demander de paraître à un rendez-vous auprès du juge, c'est une manière aussi de vous isoler. Socialement, c'est extrêmement difficile pour les gens des quartiers. Moi, les femmes que je rencontrais à la prison, quand vous avez eu votre porte défoncée, et tout l'immeuble est réveillé, tout le quartier est informé, vous avez des quarts de policiers en bas de chez vous, et donc vous êtes humiliés, vous êtes saccagés. Que disent les assistantes sociales à ces femmes? Déménagez. Vous allez perdre votre réseau de sociabilité. Personne n'a envie d'avoir à côté de chez soi quelqu'un qui a des problèmes avec la police. Et donc, ces techniques ne sont faites que pour isoler encore plus les personnes qui sont inculpées. Et donc, ce sont les mêmes techniques que j'ai pu observer grâce à ma rencontre auprès de ces collectifs. Et puis, ces collectifs, j'ai reçu auprès d'eux un soutien sans faille, dont je leur serai toujours reconnaissante. Quand il est arrivé l'arrestation de mes enfants, le discours qui a été construit, c'était de dire les frères Bernanos, arrière-petit-fils d'un grand écrivain, des Blancs, des beaux quartiers, qui frappent un policier noir. On renversait le schéma, on saccageait, on construisait leur illégitimité sociale et culturelle, en fait. Et on leur disait, vous êtes des traîtres à votre classe.
place. Et d'ailleurs, Valls ne s'est pas privé de dire, voyez, je suis auprès des plus défavorisés, moi. Voilà. J'arrête aussi ces petits bourgeois blancs qui se comportent mal et qui ne se comportent pas comme on les attend. J'ai eu à faire face dans les premiers temps à ce retour de dire mais Madame, ce qui arrive à vos fils, c'est ce qu'on vit, nous, c'est ce que vivent les gens des quartiers depuis des décennies et des décennies. Ça, ce sont des universitaires qui me l'ont dit quand je suis allée essayer de leur demander du soutien, de l'aide, de la compréhension. Et finalement, on m'a renvoyée dans mes buts. Et quand je suis allée dans les quartiers, quand je suis allée auprès de ces collectifs, on ne m'a jamais opposé ma position sociale. On ne m'a jamais dit « vos fils sont des blancs, après tout, bienvenue au club, et débrouillez-vous, vous avez plus de moyens que nous pour vous en sortir ». Et c'est vrai, j'avais plus de moyens, que ce soit financier ou de capacité à comprendre les procédures et à me débattre, à payer des avocats, mais jamais, jamais, au grand jamais, ils ne m'ont opposé cela. Et au contraire, ils m'ont accueilli, ils m'ont permis de comprendre ce qui se passait. Je suis restée, d'une certaine manière, très proche de mes fils en étant près d'eux. Et leurs combats et les nôtres sont les mêmes. Nous avons chacun des idées différentes à défendre. Mais toutes ces idées contribuent à la volonté de changer le monde, à le transformer, à faire œuvre commune. Alors on parle de convergence des luttes, je n'en sais rien, mais en tous les cas, œuvre commune pour transformer ce monde et qu'il soit plus juste, meilleur et plus juste pour tout le monde. On s'arrêtera dessus. Je rappelle que votre collectif de mères solidaires est accessible sur la page Facebook, collectif des mères solidaires, si jamais ici des femmes, des hommes, des mères, Exactement. Des sœurs voudraient se joindre à vous. Oui. Merci beaucoup Geneviève Bernanos d'être venue sur le plateau du Média. Merci, à bientôt. Merci à vous de votre invitation. Merci.